J'ai couru mon deuxième marathon, c'était celui des Jeux Olympiques qui avait lieu le week-end dernier. Et en un an, j'ai réussi à gagner 30 minutes sur mon chronomètre. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir progresser autant, passer d'un marathon en 4 heures à un marathon à 3h30 quasiment. Je vais vous expliquer juste après comment faire ça sans se blesser et surtout sans faire de renforcement musculaire spécifique. Je vais vous détailler mon programme d'entraînement, quels sont les différents types de séances que j'ai mis en place et comment vous allez pouvoir adapter tout ça à vos besoins, à votre situation pour progresser aussi rapidement, aussi efficacement, mais surtout sans le long terme et sans douleur. Pour commencer cette vidéo, je pense que c'est important de mettre un peu de contexte. Sachez qu'à la base, si vous connaissez pas cette chaîne, je suis pas du tout un coureur. Alors moi, je suis kiné ostéopathe du sport. Je suis à la base crossfitter et ça fait à peu près 2 ans que je me suis mis à courir un petit peu plus. Et c'est important parce que ce que je vais vous expliquer, ça va évidemment beaucoup dépendre du profil de la personne qui le met en application. La course à pied, c'est comme n'importe quel sport. À partir du moment où on est progressif, on va progresser en faisant. Mais il y a un truc qu'on appelle les newbie gains. Je sais pas si c'est un terme officiel, c'est Eric Flack qui utilise ce mot la première fois que j'ai entendu, que j'aime beaucoup. Les newbie gains, c'est quoi? C'est le fait qu'au tout début, on progresse énormément. C'est un peu cette loi de Pareto, vous savez, où on dit 20% des efforts fournissent 80% des résultats. Bah, c'est un peu ça au tout début. Quand vous commencez un sport ou une activité, quelle qu'elle soit, vous allez énormément progresser. Si on prend l'exemple de la musculation, quel que soit le programme de muscu que vous allez mettre en place, si vous allez à la salle 3 fois par semaine alors que vous n'y avez jamais été, vous allez progresser. Si vous n'avez jamais couru, que vous vous mettiez à courir régulièrement, même complètement au hasard random, vous allez progresser. Et si vous n'avez jamais nagé, le fait de nager régulièrement, vous allez progresser. Pour plein de raisons différentes, il y a des raisons musculaires, il y a des raisons cardio, il y a des raisons nerveuses, il y a votre gestuelle qui va progresser, on va en reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais en réalité, au tout début, on progresse beaucoup, très rapidement. Et ça peut être un élément qui va entraîner à la blessure parce qu'on se voit des fois tellement vite progresser qu'on met la charrue avant les bœufs, qu'on augmente trop fort son volume d'entraînement et qu'on finit par finir dans mon cabinet avec une tendinite ou une fracture de fatigue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque progression n'est jamais linéaire. Alors la vitesse à laquelle on peut progresser va dépendre de qui vous êtes, de votre génétique, de votre âge, de votre mode de vie, de vos antécédents, de vos anciennes blessures, etc. Mais on peut pas progresser de manière linéaire. C'est-à-dire qu'il y a une règle en rééducation qui est qu'on augmente de 10% chaque semaine. J'aime pas du tout cette règle. Mais même si on vise très bas, imaginons qu'on part du principe que vous allez progresser de 1% par semaine. Pas beaucoup 1% par semaine. On se dit, bah vas-y, aucun problème. Bah imaginez que sur une barre de sport, vous mettiez 1 kg par semaine en plus. Sur une barre, par exemple, de squat. Vous commencez la semaine 1 à 1 kg, la semaine 2 à 2 kg. Que vous soyez sportif ou pas sportif, ça vous paraît réalisable. Fin de la première année, vous avez augmenté de 52 kg. Franchement, c'est réalisable pour la plupart d'entre nous. Fin de la deuxième année, vous êtes à plus 100 kg. Ça commence à être costaud. Réalisable pour sûrement 80% d'entre nous. La troisième année, vous êtes à 150 kg. La quatrième année, à 200 kg. Et au bout de 5 ans, vous êtes à 250 kg. Et au bout de 10 ans, vous êtes à 500 kg. Vous avez compris où je veux en venir. On peut pas progresser de manière linéaire et il va y avoir une forme de courbe de je sais plus comment elle s'appelle où on progresse beaucoup au début et ensuite on progresse de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins et on est content à la fin de gagner ne serait-ce qu'une seconde sur son créneau ou de progresser de 500 grammes sur les barres qu'on est capable de soulever. Bref, vous avez compris l'idée. Donc cette vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai pu progresser de 30 minutes sur un effort de 4 heures, donc c'est énormissime, en un an, c'est surtout aussi valable pour quelqu'un qui va commencer ou qui n'a pas 50 ans de pratique. Bon, 50 ans de pratique, c'est peut-être beaucoup. Mais vous avez compris l'idée. C'est valable surtout sur des gens qui commencent ou qui ont peu de pratique. Ce sera valable chez des gens qui pratiquent depuis longtemps, mais ils vont évidemment pas progresser aussi vite. Si vous faites déjà un marathon en 3 heures ou en 2h30, vous savez à quel point c'est difficile de les gratter 10 minutes ou un quart d'heure. Donc évidemment, on va remettre un chouïa de nuance dans cette vidéo. Ça va vous permettre de progresser, mais vous ne pourrez pas tous progresser aux 30 minutes. Tout dépend de où vous partez et tout dépend de où vous allez. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai mis en place pour progresser autant? Donc il faut savoir qu'à la base, je courais pas du tout. J'ai commencé à courir l'année dernière. J'ai préparé le marathon de Paris, donc je me suis mis à courir régulièrement à raison de 3 séances par semaine pendant 4 mois. J'ai fait un marathon en 4 heures en courant que pendant 4 mois. Mais évidemment, j'étais déjà sportif de base. Ensuite, on arrive en avril 2023. J'arrête de courir après le marathon. Après, j'avais une prépa pour faire un 120 km qui a été annulée, donc je me suis remis à courir pendant 3 ans. Et en réalité, je me suis vraiment remis à courir régulièrement qu'à partir de l'année janvier 2024. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce marathon, je vous mets la vidéo juste là que j'avais fait pour vous parler de cette prépa. Derrière, donc, je me suis décidé de préparer un Irox qui est un sport nouveau, hybride, où il y a à peu près 50-60% de course à pied et des ports de charge et des exercices tirés du CrossFit. Et là, je me mets à courir 2 fois par semaine pour préparer l'Irox du mois d'avril. Donc pendant 4 mois, je cours 2 fois par semaine. C'est pas énorme, mais ça permet comme ça de déjà continuer de stimuler mes tendons, ma foulée, plein d'éléments dont on va parler juste après qui expliquent les progressions. Et à partir du mois d'avril, quand mon objectif de l'Irox est terminé, là je me mets à réellement préparer mon marathon
à raison de 4 séances par semaine. J'ai fait cette prépa avec Jay, mon coach, que je remercie beaucoup, évidemment avec la Running Academy, que Dodo, Dorian, mon copain, je t'aime, a créé, et qui suivent comme ça différents coureurs qui ont des objectifs ou qui n'en ont pas. Donc si vous souhaitez vous faire accompagner, je vous mets les liens dans la description parce que c'est des bons copains et c'était comme ça, c'est grâce à eux que j'ai fait cet objectif. Je vais reprendre mes petites données qu'on a retrouvées sur Strava, et ce qui est intéressant de voir, c'est que en un an, la courbe, elle est quand même très linéaire et progressive. Alors oui, je suis d'accord avec vous, elle est en dents de scie, mais si on devait tracer une droite, on voit clairement que j'arrête de courir à la fin de l'année suivante quand ma course est annulée, et qu'à partir de janvier, on a une augmentation en dents de scie, mais qui est progressive. J'augmente, je réduis, j'augmente, je réduis, j'augmente, je réduis. Ça, c'est primordial dans n'importe quel sport pour progresser, c'est de pratiquer régulièrement pour laisser du temps à vos tissus de s'adapter pour arriver à votre échéance. Si maintenant on rentre un peu plus dans les détails de ce qui s'est passé les dernières semaines ou les derniers mois, on voit donc la progression a été linéaire avec 3 seuils. On voit qu'on arrive à un premier pic qui correspond à un premier pic de forme qu'on avait volontairement mis en place avec mon coach, où je m'étais inscrit pour le fun à un petit trail. Je voulais pas gagner ce trail, mais juste me dire tiens, ça va me faire un peu de dénivelé, ça va me faire courir un peu plus longtemps. Donc on a ce premier pic. Après ça redescend et on a un nouveau pic qui correspond au half marathon des sables que j'ai fait en Égypte, où j'ai parcouru 120 km dans le désert. Donc là le volume a réaugmenté fortement. Derrière on a une descente parce qu'il faut laisser un peu de temps à mon corps de récupérer de cet effort. Et on a atteint ensuite le pic de l'entraînement avec 3 semaines où on est globalement aux alentours de 70 à 80 km par semaine. On voit que là, il y a 3 grosses semaines d'entraînement. Ça chute, c'est ce qu'on appelle le deload. Ça consiste à réduire drastiquement ses volumes d'entraînement, de ne pas arrêter complètement pour pas être désentraîné, mais juste pour laisser du temps à vos muscles, à vos tendons et à vos filières énergétiques de récupérer pour l'échéance le jour même. Et après, on voit un petit pic qui correspond au marathon. Cette semaine-là, je n'avais quasiment pas couru à part le marathon et le creux parce que là, on est à quelques jours et donc je suis en récup. Donc ça, c'est vraiment un truc très classique qu'on retrouve en course à pied avec des pics d'entraînement, des réductions avant des échéances sportives et on remonte avec un projet que je n'ai préparé que sur 4 mois en réalité, de avril à août, mais qui en réalité, vous le voyez sur le long terme, c'est fait sur une année complète, voire même sur 1 an et demi, si on part du principe que mon précédent marathon, qui était au mois d'avril, était le début de cette préparation. Maintenant, on va rentrer un peu plus en détail sur les séances que j'ai réalisées. Donc vous voyez que je m'entraînais en général 5 à 6 fois par semaine en fonction de mon planning, avec obligatoirement 4 séances de course à pied. Ça, je les ai vraiment maintenues, sauf 1 ou 2 semaines particulières où vraiment obligation, vous connaissez. Mais sinon, vraiment, j'ai été carré là-dessus. Et sur les 2 autres séances, je faisais de la muscu haut du corps. Je n'ai pas fait de muscu haut du corps, je vous explique ça juste après. Mais déjà, on va détailler comment étaient construites mes 4 séances d'entraînement. Avant ça, je vais vous expliquer comment se déroule un plan. Évidemment, si vous courez 1 fois par semaine ou si vous courez 8 fois par semaine, la séance ne va pas être construite de la même manière. Mais il y a 3 séances types qui reviennent. Et en général, les gens qui s'entraînent 3 fois par semaine font une de chaque. La première, c'est ce qu'on va appeler les sorties en EF. Censé être des sorties faciles, un peu longues, à des vitesses largement inférieures à une vitesse de compétition, qui a juste pour but de vous faire courir un peu plus longtemps. C'est des séances faciles dans lesquelles on récupère bien, que j'ai tendance moi à mettre les jours où j'ai pas envie de m'entraîner, parce qu'en fait je sais que pendant ce temps je peux passer des coups de téléphone, je peux écouter des podcasts, je peux pas faire la cuisine mais pas loin. Bref, c'est des séances faciles. Après, vous avez les séances de fractionner. Fractionner, il y a plein de formats, 30-30, 45-45, 1 minute, 1 minute. Donc c'est des séances où on va courir très rapidement pendant un temps donné, récupérer à peu près la même période, faire ça plusieurs fois, donc en général entre 6 et 10 tours, faire une grosse pause, 2, 3, 4 minutes, et recommencer un deuxième bloc. Il y a plein de variantes différentes, mais c'est toujours un peu le même principe. Je sprint quasiment, je récupère et je le fais plein de fois. Et ensuite, vous avez des séances que j'appelle, je crois que c'est un nom précis, mais je le connais pas, à allure. C'est ce que j'appelle moi des séances au seuil. Je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est comme ça que je les nomme. Où en réalité, vous allez courir par exemple 10 km, et pendant ces 10 km, vous allez avoir des blocs de 1, de 2 km dans lesquels vous allez augmenter vos vitesses. Et en fait, ça vous permet d'emmagasiner des volumes de course à pied à des vitesses qui seraient trop difficiles pour vous à tenir sur 12 bornes, mais que vous allez comme ça pouvoir faire sur 5 bornes en faisant 5 fois 1 km, ou sur 6 bornes en faisant 3 fois 2 km, etc., etc. Le but de ces séances, c'est de vous permettre de courir régulièrement à des vitesses plus élevées qu'auxquelles vous êtes habitué, mais de le faire longtemps avec un peu d'endurance fondamentale avant et un peu après. Donc moi, je m'entraînais 4 fois par semaine. Donc du coup, comment c'était construit? Un fractionné et une séance au seuil. Ça, on l'a vu ensemble. Une sortie en EF, très facile. Et ce qu'on appelle aussi une sortie longue, qui des fois est de la sortie en EF, où globalement, là, j'allais courir des distances beaucoup plus élevées. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est que sur ces sorties longues, vous allez les construire en fonction de votre objectif. Moi, mon objectif du marathon, c'était de faire 3h30, ce qui donne une vitesse environ de 5 minutes par kilomètre. Quand mon coach me faisait faire une sortie longue, par exemple, de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures évidemment, ça a augmenté progressivement à fur et à mesure des semaines. J'allais pas courir 3 heures à ma vitesse
marathon, j'allais pas courir 2 heures à ma vitesse marathon, j'allais, un peu comme dans les séances seuil, accumuler du volume sur des vitesses marathon. Donc plus précisément, ça va donner quoi? Sur une séance de 2h30, je vais avoir une demi-heure détente chill en EF. Ensuite, je vais avoir par exemple 3 blocs de une demi-heure à nouveau en vitesse marathon et un dernier bloc en vitesse EF. Donc par exemple, ça voudrait dire 30 minutes à 6 minutes le kilomètre, 3 fois 30 minutes à 5 minutes le kilomètre, qui est ma vitesse du marathon, et une dernière fois, un bloc de récup d'une demi-heure à 6 minutes le kilomètre. Je pense que vous avez compris l'idée, et le but de ce bloc-là, une fois encore, c'est d'emmagasiner du volume de course à pied à la vitesse que je devrais faire le jour de ma compétition. Et donc, beaucoup de séances sont construites comme ça, et en fonction, si vous courez 2, 3, 4, 5, 6 fois par semaine, c'est ce type de séance que vous allez retrouver avec plus ou moins de récurrence. En plus de ça, il est préconisé chez tous les coureurs de faire de renforcement musculaire. Alors pourquoi est-ce que moi je l'ai pas fait? Pourquoi est-ce que je vous dis de faire des choses et que je ne le fais pas? Je vous explique tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que la course à pied, elle va présenter plusieurs avantages. Ça va vous permettre d'améliorer votre économie de course. Donc l'économie de course, c'est quelle est la quantité d'énergie que je consomme pour courir à une vitesse donnée. Meilleur vous êtes, moins vous consommez d'énergie. Ça va vous permettre de développer votre force, d'être meilleur sur du dénivelé. Il y a plein d'avantages à le faire, de limiter votre risque de blessure. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, moi je viens du crossfit. Je viens déjà dans un sport où j'ai un capital musculaire relativement élevé, je suis pas le plus musclé des gens, mais vous avez compris, et donc c'était pas la priorité. Pour moi, la priorité, c'était d'accumuler du volume de course à pied. Et donc j'avais beaucoup plus de bénéfices à courir en étant frais, donc en courir en pleine forme à 100% de mes capacités, parce que je me serais pas fumé les jambes la veille, plutôt que de faire des séances jambes qui allaient faire que mes séances course à pied allaient être moins productives. Je le fais aussi parce que je me connais très bien, que je sais gérer une douleur ou une blessure, et que je suis capable d'adapter mes volumes d'entraînement en fonction de mes sensations. Chose que je ne conseille pas à tous mes patients ou à tous les coureurs, parce qu'ils ont peut-être pas cette connaissance de leur corps que moi je peux avoir, parce que ça doit faire quasiment 25 ans que je m'entraîne régulièrement, et que ça fait 10 ans que je travaille dans le milieu du sport. Et n'oubliez pas aussi que par rapport à tout ça, j'ai essayé d'optimiser mon hygiène de vie pour ne pas me blesser. Je faisais gaffe à dormir 8 heures par jour, je faisais attention à manger équilibré, à manger régulièrement de ce dont j'avais besoin en glucides, en protéines, en lipides, et tout ça, ça favorise aussi ma capacité de récupération à l'effort, et ça me permet aussi de limiter le risque de blessure. Le point positif de ça, ça a été que j'ai pu emmagasiner beaucoup de volume de course à pied en étant frais à chaque fois. L'inconvénient de ça, c'est que j'ai énormément évidemment perdu en volume musculaire, j'ai des cuisses qui ressemblent plus à grand chose, j'ai hâte de rattaquer du squat, et c'est aussi valable parce que je m'étais fixé une période de 4 mois. Si aujourd'hui je décide que la course à pied va devenir mon sport principal et que je vais continuer à m'entraîner régulièrement 4-5 fois par semaine pendant plusieurs années, c'est pas un truc que je conseillerais. Mais en fait, de faire une pause muscu, parce que là actuellement je ne fais plus de renfo pendant 4 mois, ça a beaucoup moins d'effets négatifs que quelqu'un qui va courir pendant des années et qui n'aura jamais pris le temps de faire ses renforcements. Donc ne l'oubliez pas, ne le négligez pas. Je vous ai expliqué pourquoi moi je me l'étais permis, mais c'est pas pour autant qu'il faut le faire, je vous ai à l'œil. Maintenant, parlons un petit peu de la course. Comment ça s'est passé? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un plan d'action. Moi, je suis bête et méchant, j'aime quand les choses sont carrées, sont prévues, mais surtout sont un peu variées. Ce 42 bornes, on va pas se mentir, c'est un peu long et courir 42 bornes à la même vitesse, moi, j'aime pas trop ça. Deuxième point, ce que j'aime bien, c'est un peu ralentir en fin de parcours parce que je suis cramé. Donc, qui dit ralentir, dit partir plus vite que prévu. Si j'avais prévu de faire mon marathon en 5 minutes le kilomètre, si je veux pouvoir ralentir en 3e partie ou 4e partie de course, il faut que les premières parties soient plus rapides. Et évidemment, il y avait aussi beaucoup de dénivelé, c'était l'une des particularités du marathon des Jeux Olympiques, le marathon pour tous. Donc, il fallait prendre tout ça en considération. Donc, j'avais mon plan en tête, je partais un peu vite, je partais en 4,45 à peu près le kilomètre, pendant une quinzaine, une vingtaine de bornes. Après, je ralentissais au dénivelé, je réaccélérais, ça descendait, j'ai réaccéléré quand il y avait une grosse côte, la fameuse côte des Gardes au 30e. Je bombardais parce qu'il y avait une énorme descente, et après, je prie et je serre les dents pour que ça termine. Et ça, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Le plan s'est quasiment passé comme prévu. Les 10 premiers kilomètres, catastrophiques. Pas parce que je suis nul, mais plutôt parce que j'avais des mauvaises sensations. Et ça me l'a déjà fait plusieurs fois. Je pense juste que je gère pas très bien mon stress. Et en fait, je me dis, waouh, je vais faire un truc qui est dur. Et le moindre signal que mon corps m'envoie dans les premiers kilomètres, j'ai tendance à mal l'interpréter. Je le sais, donc ça me permet de prendre un petit peu de recul. Mais globalement, les 10 premiers kilomètres, ils ont pas été confortables parce que je me sentais pas très bien. J'avais les jambes lourdes, j'avais le cœur un petit peu haut. Je pense que j'ai plus un travail à faire personnel sur être capable de mieux gérer cette partie-là qu'un vrai problème d'entraînement physique, parce que justement, à partir du 10e kilomètre, les jambes commencent un peu à se défaire, et en gros du kilomètre 10 au kilomètre 25, là c'est fastoche. Franchement, je me sens bien, je me sens préparé, j'essaie de pas aller trop vite, j'ai envie d'accélérer, mais c'est vraiment l'erreur sur ces efforts-là, c'est de partir trop fort, donc j'essaie de m'en tenir au plan. Comme je vous l'ai dit, je suis bête et discipliné, donc j'arrive à tenir la cadence. Il ne voulait pas croire que quelqu'un puisse être assez bête pour courir autant sans raison.
J'ai juste envie de courir. Je vais un chouïa vite, mais vraiment, je suis dans les plans. Et j'arrive au 25e kilomètre. Et là, je commence à sentir que la fatigue se fait ressentir. Ce qui est normal, hein. 25 km, on est à peu près à 2 heures, 2 heures et demie d'effort. J'ai beau avoir des gels et compagnie, les jambes commencent à être lourdes, les ischios, les mollets. J'arrive à modifier un peu la façon dont je cours, à jouer sur ma cadence, ma pose de pas pour répartir au mieux les contraintes. Mais l'effort devient difficile et devient gérable. On arrive à la grosse côte des Gardes, la fameuse côte du 30e qui faisait peur à tout le monde. Je décide de faire une petite pause où je marche pendant 10-15 secondes. Je marche rapidement, mais ça me permet de récupérer un peu mon souffle et en fait de pas monter trop haut dans les tours parce que on peut pas se permettre de se fumer sur cette côte-là au 30e kilomètre, parce qu'il en reste quand même 12. Ça se passe bien, je la termine, j'attaque la descente. Là, moi, je suis plutôt bête, je vous l'ai dit. Donc la descente me réussit bien. J'allonge ma foulée, ça me permet en fait de détendre un peu mes genoux, mes hanches, mes pieds, mon dos. Donc ça me fait du bien. Et ensuite, j'arrive à nouveau au 32e kilomètre. Il en reste plus que 10. La foule est en délire. Pas pour moi, mais pour tout le monde. L'ambiance était dingue. Ça se passe bien. Je sens que ça devient difficile, mais je tiens bon. Je prends mon dernier gel à peu près 6 km de la fin. Donc on est à 36 km. Donc c'est mon 5e. Et là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il passe mal, il me file la nausée. Je commence à avoir du mal à ne pas m'arrêter. J'ai envie de boire beaucoup. Je me mets à boire beaucoup, trop à mon avis au ravito. Et là, ça se passe pas bien. J'ai un point de côté difficile et je commence à m'arrêter. Et en fait, à 4 km de la fin, je commence à faire des pauses. Et à 2 km de la fin, je ne peux plus courir sans m'arrêter. Pas à cause des jambes, mais vraiment parce que niveau ventre, niveau respiration, j'ai un point de côté. Et en fait, je ne peux pas courir plus de 40 pas sans m'arrêter. Parce que je suis en apnée. Vraiment, genre je m'arrête 10 pas. Donc moi, je vous l'ai dit que je suis bête, donc j'aime bien compter. Je compte 10 pas. Je me mets à courir. Les pas, j'ai 20 pas où ça va. De 20 à 30 pas, je suis en souffrance. Et de 30 à 40 pas, je suis en apnée. Et donc, je finis mes 2 derniers kilomètres en alternant 40 pas de course, 10 pas de marche. Donc ce qui fait que évidemment mon chrono et ma vitesse s'effondrent. Et là où l'objectif était quasiment atteignable de faire 3h30, en réalité, je finis le marathon des JO en 3h39. Je l'ai mis sur Instagram, je suis déçu, pour moi c'est un échec parce que je m'étais fixé 3h30, mais en réalité je suis extrêmement content parce que j'ai fait des progrès de ouf, que le marathon s'est très bien passé et que énormément de personnes ont eu des problèmes digestifs, ont eu des problèmes de vomi, même des gens qui étaient très bien entraînés, coucou Goulven, et je pense que la chaleur n'a pas aidé, qu'on était moins bien préparé à ce côté chaleur, personne n'avait d'électrolytes, tout le monde a bu l'eau des ravitaux. Je vais pas vous mentir, j'ai eu une chiasse de l'enfer en arrivant. J'ai vomi de l'autre côté du coup, en haut et en bas, en arrivant. C'était catastrophique. Je me suis permis de mettre dans le titre que j'avais gagné 30 minutes au marathon, même si vous me direz que c'était un petit menteur. Mais en réalité, les experts, que je ne suis pas, vous expliquent avec un tel dénivelé et de telle difficulté, faire un temps à ce marathon pouvait enlever entre 10 et 15 minutes sur un marathon normal. Donc, je pense que le titre n'est pas si racoleur que ça et qu'on est dans le vrai. Je pense que sur un marathon normal, les 3h30, je les avais. Mais je dois avouer que j'ai fait que 3h39. C'était pas mon objectif, mais j'en suis très content parce qu'en fait, j'ai fait une belle préparation. Mon premier marathon, vraiment, ce qui a fait que j'avais crevé, que je l'avais fait en 4 heures, c'était que j'avais pris le mur du 30e, j'avais pas géré ma nutrition, j'avais pas géré mes efforts et je manquais vraiment d'entraînement et j'avais les jambes lourdes et compagnie. Là, je pense que ce qui m'a vraiment fumé, c'est ce côté chaleur, ce côté eau et donc, c'est une erreur, on apprend tous. Donc au final, je fais 3h39, mais je suis super content. Merci évidemment à Jay, mon coach qui m'accompagnait, à Dorian et à la Running Academy de m'avoir permis de vivre ça, mais surtout à la team Orange Running qui ont organisé un tel événement pour pouvoir courir le premier marathon des JO ouvert à tous. C'était exceptionnel, donc je suis vraiment trop content. Merci à tous les bénévoles et à tous les supporters, l'ambiance était oufissime. Le marathon de Paris, j'avais trouvé ça dingue, mais alors là, le marathon des JO, c'était stratosphérique d'un point de vue de l'ambiance. Donc merci à tous ceux qui ont été présents, à tous ceux qui ont créé mon nom et qui m'ont soutenu, même si, comme je dis sur Instagram, j'étais incapable de vous rendre ne serait-ce qu'un sourire heureux parce que j'étais cramé, mais merci à tous. Une conclusion qui est bête, qui est simple, mais pour moi primordiale, c'est que si vous voulez progresser dans un objectif, soyez patient, entraînez-vous régulièrement et laissez-vous du temps. Si je m'étais entraîné 6 fois par semaine, je me serais blessé. Si je m'étais entraîné 2 fois par semaine, je n'aurais pas pu obtenir mon objectif. Et si je continuais de m'entraîner 4 fois par semaine, je continuerai de progresser. Je pense que si dans un an, je veux refaire un marathon et je continue de rester à 4 fois par semaine, je peux encore gagner un quart d'heure à mon avis. Mais plus ça va aller, plus il va falloir que j'augmente la charge de travail que je fournis si je veux continuer d'avoir des performances qui augmentent à chaque compétition. Cette fameuse loi Pareto où au début, vous fournissez peu d'efforts et vous avez beaucoup de résultats. Et plus ça va, et plus vous êtes obligé de fournir beaucoup d'efforts pour obtenir moins de résultats. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains
certains changent régulièrement de sport tous les 5 ans parce qu'en fait, ils sont lassés de devoir en faire de plus en plus pour ne progresser que de 5 à 10%. Mais si vous voulez progresser sans vous blesser, soyez progressif, mais surtout, soyez constant. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai oublié de mettre mon t-shirt marathonien et ma petite médaille, mais vous avez compris l'idée. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous aidera dans vos objectifs. En attendant, je vous laisse. Moi, je pars sur une compétition Hyrox qui aura lieu au mois de novembre à Paris. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous raconte un petit peu cette préparation ou que je vous vlog la compétition comme j'avais pu le faire à Bordeaux au mois d'avril. Pensez évidemment à liker cette vidéo, à la partager un maximum, à mettre un pouce bleu pour me soutenir et me faire des grosses cuisses dans les semaines à venir. Et d'ailleurs, en attendant, je vous laisse avec 2 vidéos. Celle-ci où je vous parle de comment progresser en course à pied sans vous blesser et celle-ci où je vous parle de mes préparations pour l'Hyrox. Et je vous dis à bientôt. Ciao!